rebondir sur ce que vient de dire Éric Stemlen et pour l'approuver le plus fortement possible, parce que la grève générale, je pense que ce n'est pas un slogan, que c'est aujourd'hui une nécessité et qu'il faut que les organisations syndicales, les partis politiques réellement de gauche, les associations, les militants socialistes qui ne se reconnaissent pas dans la politique actuelle débordent leur direction et qui conduit à être des malgré nous de la formidable opération de casse sociale mise en œuvre par le MEDEF et son valet PS. Donc, je me souviens que dans l'an 01, GB proposait de tout arrêter et de recommencer le monde. Peut-être est-il nécessaire et urgent de faire revivre cette utopie et stopper net ce cauchemar non climatisé qui s'appelle le quinquennat de François Hollande. Alors, bien sûr, Eric en a parlé, les chiens de garde médiatiques hurlent tout de suite à la mort contre ceux et celles qui défendent l'idée de transformer le monde, qui réclament une vie digne, un métier respecté, qui s'inquiètent du bien commun. Tout ça au nom de la modernité. Mais qu'est-ce que c'est que cette modernité qui enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres? Alors, moi, je crois qu'il faudrait que les grosses et grasses consciences médiatiques se méfient qu'un de ces jours, justement, les maigres, les hâves, viennent les ramener à la condition commune et leur mettre, pour le dire très simplement, leurs pieds au cul et les yeux en face des trous. Et il faut toujours avoir en mémoire, parce que je pense que c'est une ligne directrice qui doit guider toujours notre réflexion, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 93, qui, dans son article 35, affirmait cette phrase, qui est magnifique à mes yeux: « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Le plus sacré des droits, le plus indispensable des devoirs. J'y reviendrai parce que vraiment, je pense que c'est cette chose-là qu'il faut avoir maintenant en tête. Mais juste avant, je voudrais m'arrêter sur un terme que je viens d'évoquer, dont on nous rebat les oreilles et dont on nous cingle quotidiennement le dos, qui est la modernité. Alors, encore une fois, je vais prendre le langage, je vais prendre le mot comme mon meilleur outil pour attaquer cette modernité. Éric Stemlen a parlé des salaires. Moi, je vais prendre plutôt le mot travail pour forger une sorte d'idéogramme qui dirait le travail avec ce qu'il est et toutes les contradictions qu'il comporte. Alors, bien sûr, le travail donné comme une valeur morale, c'est une dimension très contemporaine. Le travail est l'œuvre de sa déconsidération, parce qu'il y a une déconsidération paradoxale du travail. Le travail salarié vu comme un privilège, qui est un des points importants, et puis une notion qui a un glissement sémantique très important à mes yeux, c'est que désormais, on ne parle plus en termes d'exploitation, mais en termes d'exclusion. On a glissé de l'exploitation à l'exclusion. Alors bon, il ne s'agit pas pour moi de forger ici une théorie fermée, mais de lancer des pistes, et j'espère que vous les reprendrez, que nous les développerons, que nous les approfondirons ensemble, parce que je crois que la tâche qui est devant nous, et Éric a commencé le travail, est bien évidemment de redéfinir d'une part ce que nous appelons travail aujourd'hui au XXIe siècle, et puis son corollaire, le salaire, l'un n'allant pas sans l'autre. Alors, je voudrais prendre comme point de départ un texte que vous connaissez sûrement, qui est le premier paragraphe du droit à la paresse de Paul Lafargue, qui est publié au XIXe siècle. Et dans ce premier paragraphe, il est écrit « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 2 siècles, torturent l'humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres,
les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Et un siècle plus tard, ou un peu plus d'un siècle plus tard, cette sanctification du travail revient vraiment comme une rengaine dans de très nombreux discours politiques de gauche comme de droite et dans autant d'éditoriaux de journaux bien pensants. Ceux qui ne travaillent pas, les chômeurs, les précaires, les allocataires du RSA, les immigrés, les jeunes, les femmes, seraient donc non du côté de la pauvreté, voire de la misère, mais du côté de l'immoralité. En ne travaillant pas, ils se mettraient au banc de la nation, ils deviendraient, honte à eux, des assistés. Et cette immoralité supposée justifierait à elle seule que leur soient supprimées toutes les aides et les secours prévus par la société. Car pour ceux qui, hier comme aujourd'hui, conduisent une politique qui amène quand même plus de 9 millions de personnes à vivre sous le seuil de la pauvreté et plus de 5 millions de personnes toujours en quête d'un emploi, il va de soi que ne pas travailler est un choix. C'est un acte volontaire, une désertion au front de la productivité et donc, à ce titre, parfaitement répréhensible et relevant pratiquement de l'indignité nationale. Mais il va de soi aussi que ce ne sont en aucun cas les politiques menées par le gouvernement et les organisations patronales qui sont à la source même de ce chômage de masse et de cette pauvreté endémique. Alors, bien sûr, vous comprenez là que l'hypocrisie atteint un sommet, que l'hypocrisie est à son comble. Et je trouve très symptomatique que M. Hollande, dans ses nombreuses promesses, ait promis d'agir, non pas pour que chacun puisse participer à l'effort de la nation, mais d'inverser la courbe du chômage, c'est-à-dire de considérer le chômage non plus comme une donnée ponctuelle, mais comme un élément permanent, tout en laissant M. Rebsaben stigmatiser les chômeurs comme tricheurs, profiteurs et responsables de leur sort. Bien sûr, cette position ne vient pas du ciel, elle vient de très loin. Mais par exemple, en 1992, Alan Budd, l'économiste en chef de Margaret Thatcher, déclarait que la hausse du chômage était, je le cite, « un moyen particulièrement souhaitable pour affaiblir la classe ouvrière ». Souhaitable. Mais Marx, dans le Capital, avait déjà pointé cette manœuvre. Il pointait la création d'une armée de réserve industrielle qui appartenait au capital d'une manière aussi absolue que s'il l'avait élevé et discipliné à ses propres frais. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'Alan Budd approuvait entièrement Marx. Et il disait cyniquement, près d'un siècle plus tard, il disait, et je le cite, « Pour le dire en termes marxistes, c'est lui qui parle, on a alors fabriqué une crise du capitalisme qui a recréé une armée de réserve des travailleurs et permis aux capitalistes de faire depuis lors des profits plus importants. » Donc on voit bien que c'est une création, que c'est une volonté. Et s'il y a une volonté, ce n'est pas la volonté de ne pas travailler pour ceux qui n'ont pas d'emploi, mais c'est bien au contraire de créer un régiment, un bataillon, une armée, un peuple entier de chômeurs. Et alors, pour que les profits soient encore plus importants, et non pas au nom de l'économie, puisque l'économie n'est jamais mise en avant, mais au nom de la morale, cachée derrière la morale, les chômeurs, les travailleurs, les précaires, etc., sont désormais sommés d'accepter ce que les employeurs leur proposent dans les conditions et à un tarif qu'eux seuls définissent. Comme en Allemagne, les contrats à 1 € de l'heure, ou en Angleterre, les fameux Zero Hours Contracts, qui permettent à un employeur anglais de ne garantir aux salariés aucune durée minimale de travail. C'est un type de contrat qui, en Angleterre, concerne près de 2 millions de personnes. Et on nous dit ensuite, après, c'est formidable, l'Angleterre a une économie extrêmement prospère, etc. Alors, refuser de travailler à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition, serait donc
et cette idéologie est exprimée très fortement à travers les médias, doublement répréhensible, socialement répréhensible et moralement répréhensible, voire criminellement condamnable au nom de la toujours sainte économie. Alors, je ne sais pas, mais parions qu'en France, il se trouvera bientôt un Laurent Wauquiez, un François Rebsamen ou un Pierre Gattaz pour proposer de rétablir l'esclavage au nom de la vertu. Je pense que ça serait une mesure sociale extrêmement forte à annoncer pour le gouvernement et ses soutiens. Alors, cette posture morale vis-à-vis du travail repose en réalité sur un incroyable paradoxe, parce que le travail, ce travail si moralement exalté, est en même temps totalement déconsidéré. L'humoriste Camille avait inventé la bonne à rien faire. Alors, je crois qu'on ne se méfie jamais assez des humoristes qui sont de parfaits lecteurs de la société, parce qu'aujourd'hui, l'image récurrente du travail véhiculé par les porte-paroles du patronat, de ses organisations et de ses soutiens politiques, c'est exactement ça, des employés ES aussi, bons à rien faire ou bons à tout faire, mobiles, sans spécialité ni métier, ignorants, incultes, corvéables à merci, flexibles, éternels intermittents, soumis au bon vouloir des donneurs d'ordre. Travailler de ses mains, non seulement ne nécessiterait aucun travail, aucune adresse, aucune maîtrise, et qui n'a entendu tel ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, de droite comme de gauche, professer que les études techniques, l'apprentissage, le compagnonnage étaient la destination naturelle des enfants des banlieues surpeuplées, de ceux de l'immigration, des classes sociales les moins favorisées. Enfin, c'est un lieu commun absolument enraciné. Le peuple n'a rien sous le crâne, il n'a que des bras et le devoir de reconstituer sa force de travail, comme disait Marx. Dans l'Antiquité, là aussi, ça revient de loin, Cicéron affirmait que toute acceptation du travail contraint au service d'autrui était, je le cite, indigne d'un homme libre. Et nous en sommes là, parce que hier comme aujourd'hui, ceux qui travaillent, qui gagnent leur vie en travaillant, sont considérés comme les perdants d'une société qui ne veut connaître que le succès de l'argent, la rentabilité immédiate, du libéralisme triomphant, du capitalisme tout simplement, dont le héros est toujours un héros individuel. Ceux qui font du fric, comme on dit, ceux-là ne travaillent pas. Ils entreprennent, ils gèrent, ils développent, feront fructifier, mais ils ne travaillent pas. Ils font fructifier les autres et se consacrent aux activités nobles de l'esprit, de la politique, du sport et du farniente. Ils font exactement ce que disait Cicéron. Alors, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, le travail, son expression véhiculée par la presse, écrite par les radios, les chaînes de télévision, est, autre paradoxe, majoritairement celle du chômage, de l'emploi précaire, de l'intérim, du petit boulot, etc. Bon, si l'on se tourne vers le cinéma, la télévision, la littérature, etc., on se rend compte que le travail en tant que tel est quasiment absent de l'imaginaire contemporain. Ça n'existe pas, ça n'apparaît jamais ou rarement ou une fois de temps en temps comme la bonne excuse pour tout le reste. Et puis, ajoutons aussi que les entreprises françaises sont des forteresses absolument imprenables où l'objectif des photographes ou la caméra des cinéastes est parfaitement interdite et n'entre que par exception. Alors, c'est dire que quand, par hasard, le travail apparaît justement dans cet univers médiatique, artistique, imaginaire, c'est au fond toujours presque par charité, pour faire l'aumône de quelques images ou de quelques mots à un travail qui, en réalité, n'a pas le droit de citer, ou alors seulement sur le mode de la nostalgie en images sépia. Et c'est là le paradoxe, parce que le travail sanctifie d'une certaine manière la vertu de l'homme ou de la femme asservie, et en même temps
les travailleurs n'existent plus n'existent plus qu'en tant que force de travail, sans identité, sans intelligence et avilis par le travail lui-même. Donc il y a une sorte de figure de Janus. Sur une face, le travail est vendu comme une valeur morale, ce qu'il n'a pas à être, et sur l'autre, c'est le tripalium, vous savez, l'instrument de torture réservé aux esclaves rétifs au travail, justement. Et donc, il est aussi, bien entendu, clairement utilisé comme moyen de chantage contre ceux qui en ont. Ceux qui ont du travail, attention, gare à eux qu'ils se tiennent à carreau, sinon le pire peut arriver. Et contre ceux qui n'en ont pas, gare à vous s'ils persistent à ne rien faire, même s'il n'y a rien à faire. Et cette idée coercitive du travail est fondatrice de la prophylaxie policière des gouvernements. Parce que de tout temps, les hommes et les femmes de la France d'en bas, si chère à M. Raffarin, doivent être attachés à l'usine, au chantier, au bureau, aux besognes les plus viles, les plus éreintantes, pour qu'épuisés par ces tâches, garrottés de dettes, les bras gourds, les jambes entravées, aucune d'entre elles ne songe à s'insurger contre le sort qui leur est fait, à remettre en cause la hiérarchie dans l'entreprise, qui est évidemment le miroir de la hiérarchie de la société elle-même, ni même, alors encore moins, à remettre en cause, à redéfinir l'organisation du travail, à discuter de la répartition des richesses produites et de la légitimité du capital. Ça, si ça arrive, c'est la révolution. Avant, je crois que là aussi les mots sont importants à entendre. Avant, je ne sais pas quand, mais disons que il y a longtemps, on avait un métier, puis on a glissé, après on a eu un travail, puis on a encore glissé, après on a eu un emploi, et puis on a continué de glisser, et aujourd'hui on a un job ou un petit boulot. Et on voit bien qu'entre un métier et un job, le glissement est vertigineux sur la définition même de ce qu'est le travail. Alors pour vous distraire, je vais vous lire un petit bout d'un poète du XIXe siècle qui s'appelait Brizeux et qui écrivait « Au travail, qu'on entende partout le fruit sain du travail et d'un peuple debout ». Alors ça, c'est assez extraordinaire parce qu'au XXe siècle, ce travail qui court sur toutes les bouches, qui est dans toutes les têtes, dans tous les discours, est devenu une sorte de vaisseau fantôme dans notre société, ou plus exactement, on voit triompher là la novlangue orwellienne. Le travail, c'est le chômage. L'inversion des valeurs est absolument totale. Et ceux qui ne travaillent pas, ceux dont j'ai parlé, bien entendu les chômeurs, les précaires, enfin tous les sans-emploi, les sans-travail, les sans-domicile, les sans-sans-sans, sont très clairement désignés comme des nuisibles de la société, des parasites, des profiteurs qui n'attendent leur salut que de l'aide publique. Et puis, bien entendu, mais là aussi, ça vient du XIXe siècle, on les accuse de célébrer la Saint-Fénian tous les ans. Mais pour affaiblir la classe ouvrière, lever une armée de chômeurs, organiser cette pauvreté ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'ai parlé au début d'un idéogramme, parce que toutes ces images ne sont qu'une, en réalité, dans des formes différentes. Il faut aussi, bien entendu, briser, et on s'y emploie, toutes les solidarités. C'est la fameuse vulgate sarkozienne et de ces épigones du PS, la France qui se lève tôt contre les assistés. Et on assiste à un changement, là aussi très important, à l'intérieur du camp, disons, des néolibéraux au sens large. Alors, qu'est-ce que sont les néolibéraux ? Pour moi, ça va aussi bien des néofascistes jusqu'aux soi-disant républicains que des centristes de droite aux sociodémocrates soi-disant socialistes. Donc, là aussi, il y a un glissement très important. Il ne s'agit plus désormais de combattre les privilèges
dont bénéficieraient certaines catégories de salariés, les cheminots, les employés de la RATP, les profs, les fonctionnaires, etc. Combien de fois vous avez entendu dire que ces gens étaient des privilégiés? Ils étaient des privilégiés, ils avaient des privilèges. Et il fallait combattre ces privilèges. Maintenant, on a compris que ce n'était pas une bonne stratégie. La stratégie est devenue autre chose. Là aussi, elle s'est totalement retournée. Il s'agit maintenant, au contraire, de considérer ces salariés comme une minorité privilégiée. Et en tant que minorité privilégiée, de la déclarer solidaire des autres minorités privilégiées que sont les classes dirigeantes, l'oligarchie politico-financière, les rentiers. Au fond, nous sommes les mêmes. Et le discours actuel, vous avez des privilèges, nous avons des privilèges, eh bien, en tant que privilégiés, toutes classes confondues, nous sommes solidaires. Et ça avait déjà été théorisé, disons, dans les années 80, et notamment par André Gorz, dans son livre qui s'appelait « Adieu au prolétariat », où il expliquait cette société du chômage et divisait le monde en deux côtés. D'un côté, une masse permanente de chômeurs, et de l'autre, une aristocratie de travailleurs protégés. Et entre les deux, un prolétariat de travailleurs précaires. Alors, le vocabulaire ici est magnifique, il est formidable, il nous dit tout, parce qu'il faut bien comprendre l'enjeu qui fait d'un salarié un aristocrate protégé, et quant au précaire, il demeure un prolétaire. Et le chômeur, alors là c'est plus intéressant, le chômeur est quelqu'un qui occupe un non-emploi de façon permanente. La formule est assez belle, mais en même temps, il n'est plus un homme sans emploi, il est simplement un autre, sans rien, sans fonction, sans identité, sans visage. Pourquoi? Parce que qui menacerait soudain les privilèges de cette aristocratie privilégiée de salariés? Eh bien non, ce ne sont pas les patrons qui les exploitent. L'exploitation a disparu, ce ne sont pas les patrons qui les exploitent. Non, non, ce sont justement ces travailleurs précaires, ces chômeurs, ces immigrés, ces jeunes, ces femmes. Ce sont eux la vraie menace. Et donc, on a un extraordinaire retournement de perspective, un détournement de cible du haut vers le bas, parce que ce retournement est maintenant promu, j'ai envie de dire, tous azimuts, de l'extrême droite à la droite actuellement au gouvernement, des républicains, aussi jusqu'au socialisme. Enfin, c'est vrai que c'est toujours risible de penser, de dire socialiste et d'entendre Hollande, Valls, Macron, qui d'ailleurs a dû être là ce matin puisqu'il était avec les économistes, Rebsamen, Moscovici, Lamy, etc. J'en passe et des meilleurs. Et il faut bien comprendre pourquoi je cite les socialistes. Parce que quand on parle de la droitisation de la société française, c'est très, très précisément de cela dont on parle. De l'efficacité de cette propagande, de ses effets sur les consciences et sur les pratiques. Ce discours qui était jadis l'apanage de l'extrême droite, de Poujade, de Le Pen, eh bien, se trouve désormais via Nicolas Sarkozy et les siens, via François Hollande et les siens, au sein même de l'État. Et je fais un petit pas de côté pour dire qu'à mes yeux, c'est là le véritable danger, que cette idéologie néo-fasciste, eh bien, elle est déjà en place. Et il ne faut pas se tromper, ne pas se laisser abuser par la marionnette Marine Le Pen qu'on nous agite en disant « voilà la menace, voilà le danger, voilà c'est ça », et en s'excusant déjà d'être ce que l'on est. Le danger, c'est que ces idées-là sont au cœur de l'État et que cette opposition voulue entre
les chômeurs, disons les assistés, et les actifs, les salariés, opère le glissement sémantique dont je parlais tout à l'heure, puisque désormais, on ne parle plus d'exploitation, mais d'exclusion. Et quand je dis on ne parle plus d'exploitation, on ne parle plus d'exploitation dans le discours réputé, le discours de gauche. Cette théorie était avant, là aussi, la doxa de tous les théoriciens de la droite. C'est devenu maintenant la doxa des théoriciens du Parti socialiste à la sauce Hollande, Valls ou Terranova. C'est exactement les idées qu'ils défendent. Et ce glissement de l'exploitation à l'exclusion avait été très bien noté par Serge Halimi, qui écrivait « La redéfinition de la question sociale de telle manière que la ligne de clivage n'oppose plus les riches et les pauvres, le capital et le travail, mais deux factions du prolétariat entre elles, celle qui, entre guillemets, n'en peut plus de faire des efforts, et la République de l'assistanat ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté les exploiteurs et de l'autre les exploités, mais à l'intérieur des classes populaires, une classe vertueuse de salariés privilégiés et une théorie des exclus, un sous-prolétariat de chômeurs, précaires, immigrés, jeunes de banlieue, femmes isolées, etc. Alors j'ajouterais que pour faire bon poids, on va induire un clivage supplémentaire dans cette opposition factice. Parce que nombre de théoriciens sociodémocrates, toujours les mêmes, Terranova est le meilleur exemple, se placent à nouveau du côté de la morale en jugeant ou en décrivant les salariés comme non seulement des privilégiés, mais aussi comme réactionnaires, racistes, consuméristes, embourgeoisés, intégrés à l'idéologie capitaliste. Quand ils disent ça, ils ne disent pas ça de façon critique. Ils disent au contraire pour appuyer leur théorie de cette aristocratie privilégiée. Et puis, comme il faut quand même être de gauche, ils versent des larmes de crocodile sur justement les fameux exclus, les humiliés, les frustrés, ceux qui sont ethniquement marginalisés. Alors, ce discours compassionnel, évidemment, est insupportable parce que qu'est-ce qu'il amène ? Il amène à laisser les exclus dans l'exclusion et de les enfermer pour être là disponibles à tout moment. Et puis, pour encore une fois, ignorer l'exploitation des salariés dont justement les fameux exclus, entre guillemets, sont les victimes indirectes. Donc l'exclusion, c'est d'un seul coup comme une sorte de catastrophe qui tombe du ciel, c'est comme une des 7 plaies d'Égypte, et elle n'aurait d'autre cause qu'une sorte de colère divine sans aucune relation avec les politiques et les choix économiques des classes dirigeantes. Alors, voilà, on ne parle plus d'exploités, mais d'exclus. La droite en rêvait. La gauche dite socialiste, dite de gouvernement, l'a fait et les vaches sont bien gardées. Alors c'est comme ça que de division en division, d'opposition en opposition, la société bourgeoise, social-démocrate, capitaliste impose la leçon thatchérienne. Il n'y a pas d'alternative et s'assure que, bien entendu, rien ne change et que rien ne changera, et surtout pas la vie de ceux qui sont exploités. Alors, cette leçon qui est inadmissible, qui est irrecevable, qui est provocatrice, fait qu'à mon sens, plus que jamais, avec la gauche de droite que nous avons au pouvoir, nous devons penser la situation politique et économique actuelle en termes d'exploitation et renvoyer cette idée d'exclusion dans les presbytères d'où elle est sortie. Et puis, il faut bien entendu récuser la dimension morale dont on voudrait affubler le travail. Une autre chose qui m'importe beaucoup, qui est de reprendre le combat historique pour la réduction du temps de travail. Parce qu'Éric Stemlen ne l'a pas abordé, mais c'est évidemment un point essentiel
de réduire le temps de travail et puis de remettre au premier plan cette idée du bien commun que l'on voudrait faire disparaître. J'ajouterais qu'il faudrait aussi rendre aux salariés cette dignité que leur dénient toutes les forces réactionnaires. Une dernière fois, je vous redis l'article de 1793. Quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Eh bien oui, encore une fois, vous le savez comme moi, nous n'avons que des chaînes à perdre et un monde à gagner.